Salut à vous, chers auditeurs, bienvenue dans l'émission Coup de tête, l'émission Rock and Foot qui analyse et décortique l'actualité des Verts. 22e journée de championnat de Ligue 1 McDonald's. Les Verts se déplaçaient en terre phocéenne et c'est une raclée de plus 5 buts à 1 en faveur de l'OM pour ce 22e match des Verts dans l'élite de ce championnat de foot français. Salut à toi, Eric. Salut, j'ai encore la gueule de bois. Je n'ai pas bu de 51, plutôt 5-1, mais par contre j'ai bu le calice jusqu'à la Lie. Ouais. Salut à toi, Olivier. J'ai vu le calice jusqu'à la Ligue 2. J'ai vu ce jeu de mots là, je sais plus où. On reviendra donc sur cette déconvenue, ce massacre, ce naufrage de plus, évidemment, au cours de cette émission et dans la grande première partie de cette émission, évidemment. Il y aura une page altiligérienne. On reviendra aussi sur les meilleurs, le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. Et on terminera avec, bien sûr, l'agenda. Et les coups de cœur et les coups de tête, c'est parti pour 55 minutes d'émission. Et on commence tout de suite par le match du week-end. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici le match du week-end. Moi, je tiens déjà à m'excuser parce que la personne qui nous prépare les fiches, elle a pas super bien travaillé. Là, on a des fiches lamentables. Hein. Je sais pas où tout va là, mais donc je vais quand même essayer de faire ça. Donc on est sur la composition de Saint-Étienne au Vélodrome avec il y a pas grand chose, pas beaucoup de changements. Larsonneur dans les buts, une charnière Nadé Batou-Binsika, Cornu arrière gauche, Petro arrière droit, ça c'était une surprise. Ekwa au milieu en pointe basse, épaulé par Bouchoirie et Tardieu. Là aussi, Tardieu, nouveau venu dans le 11 d'Orneland. Devant, il n'y a rien qui a changé. Stassin était accompagné par Boaké à droite et par Davitashvili à gauche. Alors, comme d'habitude, ça commence souvent assez fort. Mais cette fois-ci, c'est pas forcément à l'avantage des Stéphanois. Même si ça va d'un camp à l'autre, on sent bien que la pression, elle est du côté de Marseille. Et donc, il va y avoir un but refusé à Balerdi. On y reviendra pour obstruction. Et puis après, ça va en première mi-temps, la pression va s'accentuer sur les buts de Larsonneur jusqu'au premier but de Gouiri. Hein, on est à la 27e. Donc 1-0 à la mi-temps. On se dit qu'on est quand même relativement heureux parce que comme je l'ai dit, il y a eu beaucoup d'occasions côté marseillais. Et la deuxième mi-temps j'ai trouvé les Verts peut-être mieux dans cette deuxième mi-temps. Malheureusement, il y a un fait de jeu qui va pas tourner à leur avantage. C'est un penalty. Quand c'est pas un carton rouge, c'est un penalty. Et c'est le coude de Dindé qui est fautif, qui est touché sur un centre. Et donc Greenwood va inscrire le penalty 2-0 et psychologiquement je pense que ça a été très difficile à ce moment-là pour les Verts d'encaisser ce penalty puisque à partir de là pendant un quart d'heure ça va être ils vont être asphyxiés totalement. Je pense notamment à la 60e minute avec un troisième but cette fois-ci par Murillo sur un bon travail de Gouiri. Un petit peu plus tard le 4-0 cette fois-ci c'est Gouiri qui marque en lob sur un contre. Il y a même un 5-0 par l'intermédiaire de Rabiot. Hein, oui, il manquait plus que lui pour venir parachever. Et puis bizarrement, alors les Verts vont continuer quand même à rester haut. Il y a des rentrants qui vont faire du bien. Et à partir de ce moment-là, ça va être un petit peu plus équilibré, en tout cas au niveau des occasions. Mais c'est un match complètement fou. Hein. Les occasions, ça part dans tous les sens, surtout côté stéphanois, hein, qui sont encore qui mettent Larsonneur à contribution. Et cependant, les Verts vont réussir à inscrire un but sur un beau travail de Cardona qui déborde et en vitesse va arriver à servir Stassin qui va marquer. Il y a même une barre transversale aussi de Petro. Mais c'est bien maigre. On va battre un triste record sur cette partie. C'est le record
de cette année en tout cas en Ligue 1 des X-Goals, Marseille arrive à 6,1 de X-Goals. C'est-à-dire qu'ils auraient même mérité, en fonction des occasions qu'ils ont eues, de marquer encore plus de buts que ce qu'ils n'ont fait. En tout cas, le résultat final est de 5-1 pour Marseille. Les Verts à l'agonie, une fois de plus, avec un carton dans la musette. Et les Verts servent de paillasson à plein de clubs de Ligue 1 au cours de cette saison 2024-2025. Celle-ci, elle fait mal. Oui, la première question est très simple. Dépit, colère, honte. Quel mot reflète votre état d'esprit pour résumer ce samedi cauchemardesque à Marseille ? Colère, parce que je l'ai exprimé la semaine dernière. Je pense que les auditeurs, ils ont bien compris. Colère, hein, évidemment, hein, parce que la direction nous a mis dans une situation intolérable. Voilà, Saint-Étienne a eu le miracle de monter la saison précédente. Voilà, et après on l'a mérité. Romeyer a vendu le club en Ligue 1. Et au final, on pensait que l'arrivée d'un milliardaire avec Casillas, qui avait certaines billes dans le football, avec passage à Arsenal et au Milan AC, on se frottait les mains. On dit bon voilà, on a du pognon, on est sauvé financièrement, on va faire des choses. Et puis c'est de l'amateurisme depuis le mois de juin de l'année dernière, depuis l'achat, avec un mercato estival raté. Et des choix pas assumés et des choses qui vont complètement à l'encontre de Saint-Étienne, de ce club de cœur. Et le mercato hivernal en rajoute une couche avec peu d'arrivées et des départs comme à Mougou. On s'est affaibli, on a toujours une équipe de Ligue 2 moins bonne que l'année dernière. Et on se prend des raclées une fois sur deux dans ce championnat, donc colère. Moi, c'est évidemment du dépit, plus que de la colère, parce que c'est vrai qu'ils me doivent rien. Hein, c'est pas parce que je supporte ce club que on se doit de m'acheter des joueurs que j'ai décidé. Donc c'est plus du dépit qu'autre chose, dans le sens où ça fait super mal contre en plus un ennemi, enfin une équipe avec laquelle il y a une rivalité historique. Donc évidemment, surtout quand ça fait le week-end d'avant, c'était une défaite également. Une fois sur deux, c'est vrai que c'est des gros scores. Après, si on prend un tout petit peu plus de recul, et je me suis amusé à comparer les matchs contre l'OM sous Dalloglio. Il y en a eu deux, hein, à Geoffroy Guichard en plus. Non, il y en a eu un. Oui, enfin, je compte celui de la Coupe. Celui de la Coupe, c'était Huard. Ouais, bon, c'est vrai. Mais grosso modo, puisqu'il y en a qui montrent du doigt parfois Orneland et qui disent que ça n'a rien changé. En fait, si, quand même, ça a quand même bien changé. Il y a quelques éléments qui changent. C'est même si le score est lourd, mais justement c'est parce que justement il y a cette façon de jouer qui est quand même différente. Dans la X-Goal, donc sur les deux matchs qu'on a affrontés Marseille, on a eu 0,3 possibilités en moyenne, hein. Et là quand même on a eu une possibilité, donc c'est pas rien. On a touché 12 fois la balle dans la surface adverse, alors que sous Dalloglio et Huard, tu as raison, ce n'était que 6 fois en moyenne. Et puis surtout quand on voit la disposition, alors ça aussi je vais faire un truc qui est pas radiophonique, mais si on regarde la disposition des joueurs sur la pelouse, là je les ai mis, j'avais pas celle de la coupe, donc c'est bien celle de Dalloglio en fait, alors que c'était à Geoffroy Guichard. La position moyenne des joueurs stéphanois à Geoffroy Guichard était celle-ci. Il y a que Stassin dont la position moyenne était dans la moitié de terrain adverse, alors que sous Orneland, la position moyenne, il y a 5 joueurs qui sont au moins dans le camp adverse. Alors, j'allais dire, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. C'est une façon, je trouve, peut-être que ça malheureusement, et je serai le premier malheureux si ça le descend en Ligue 2. Mais je l'ai essayé de l'exprimer la semaine dernière. Je trouve que c'est extrêmement courageux et
En tout cas, nous, on va voir du spectacle. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre, avec Horneland, on voit du spectacle. C'est ouvert, disons. Et dans un premier temps, c'est sûr que ça va pas nous sourire à nous. Voilà, mais c'est quand même... Moi, je trouve que c'est quand même mieux que cette autre façon de jouer. Olivier, là tu pointes simplement le match face au même adversaire, mais Dalloglio a fait d'autres matchs intéressants. Effectivement, c'était scandaleux et on l'a dit à l'antenne, le match face à Marseille au mois de décembre, quand tu vois qu'il défendait à 6 derrière, on l'a dit à l'antenne, c'est scandaleux, on va pas revenir, mais c'est simplement cette confrontation face à plus fort, il avait décidé ça, effectivement il s'est trompé, et voilà. Mais on va pas faire la comparaison actuelle de ce que tu viens de faire, c'est-à-dire entre les deux entraîneurs, Dalloglio et Horneland. Je pense, moi, la responsabilité elle est beaucoup plus haute, et Horneland, effectivement, il a des choix. Pour moi, il est critiquable sur pas mal de choses, mais c'est vrai que lui, il a envie de jouer, et ça... je dois reconnaître que c'est intéressant. Par contre, si, il est critiquable sur d'autres points. Moi, ce que je vois, c'est qu'on s'est fait humilier avant tout. Hein. Donc, on ne s'attendait pas forcément à prendre des points à Marseille, mais au moins à faire bonne figure, comme on avait fait au Parc des Princes. Ça n'a absolument pas été le cas. On n'a pas existé. L'OM a joué dans un fauteuil. Tu parles de chiffres, 29% de possession de balle, 2 tirs cadrés. Donc, ça veut tout dire. Quant au bilan d'Horneland, écoute, je te signale qu'il est moins bon que celui de Dalloglio, hein, 0,71 points par match, pour être précis, avec Horneland. Dalloglio, avant qu'il se fasse limoger, c'était 0,86. Voilà, je trouve qu'on n'avance pas, ni au niveau comptable, ni au niveau du jeu. Alors, je ne sais pas si tu penses que le Norvégien est capable de faire mieux que son prédécesseur. Tu nous avais dit la semaine dernière que le système de jeu des Marseillais conviendrait mieux aux Stéphanois par rapport à ce qui s'était passé contre Lille et contre Rennes. Là, on en a pris 5, Olivier, et puis on peut en prendre 10 sans l'Arsenal. Vous auriez dû me corriger parce que j'ai dit que c'était plus adapté parce qu'il jouait. Je pensais qu'il jouait à 4. J'étais resté à 4 défenseurs. J'étais resté sur les premiers matchs de Zerbi et en fait il joue avec ses pistons et donc en fait je me suis marqué un CSC là parce que il y a des supporters marseillais qui nous écoutent et qui m'ont dit tu t'es trompé sur Marseille, il joue bien avec 2 pistons. Bon, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. En effet, je me suis trompé sur le système marseillais. Tu sais bien que Marseille a toujours été pistonné. Par contre, quand tu compares le bilan, ils n'ont pas joué contre les mêmes équipes. C'est-à-dire que si tu prends... on fera le bilan plus tard. Bien sûr, mais évidemment, là, quand tu joues Rennes dans l'état où ils sont, Marseille dans l'état de forme où ils sont, et puis il y a une autre chose que je voulais souligner, c'est que ce championnat de Ligue 1, en plus avec les droits télé qui partent sur ça, qui vont aggraver, c'est vraiment un championnat à 2 vitesses. Et donc nous, on est dans la deuxième partie, et on a vu avec Nantes par exemple qu'il y a un gros écart entre dès qu'il y a un petit caillou dans la chaussure des petits d'en bas, et ben ils se prennent des raclées. C'est vrai pour Le Havre, c'est vrai pour Nantes, et malheureusement c'est vrai pour nous. Moi, je trouve que ce championnat de Ligue 1, on l'avait quitté pendant 2 ans. Je le retrouve beaucoup plus élevé qu'on ne l'avait quitté, je trouve. Quand on voit des clubs comme Brest, qui jouent sur plusieurs tableaux et qui sont actuellement autour du milieu, ils sont autour de la 10e place. Et quand tu vois les matchs d'une certaine qualité, le 10e il joue comme ça, on dit ah ouais quand même. Il y a 3 ans c'était pas aussi élevé. Je trouve que effectivement il y a les équipes jusqu'à la 13e place qui sont vraiment au-dessus, et puis tu as les autres équipes dont on fait partie. Mais ce qui est criant après cette déconvenue à Marseille, c'est qu'on est peut-être dans le même championnat, mais on a vraiment une différence de niveau qui est énorme. J'ai rarement connu ça. J'ai rarement vu une équipe de Marseille aussi forte. Pourtant, ça fait longtemps que je suis le foot, mais aussi forte, même à l'époque de Papin ou Adel, je les ai trouvés pas
à ce niveau-là, ils sont assez impressionnants. Et ce qui explique qu'ils ont eu presque 30 tirs dans cette rencontre. Et nous, on est à la rue à tout point de vue. Alors défensivement, évidemment. Et tu as commencé l'émission, Olivier, tu dis ouais, ça n'a pas trop changé. Si, ça a carrément changé par rapport au match précédent. Sachant que Appiah n'étant pas là, Petro ne jouait pas sur son côté, quoi. Donc ça change quand même pas mal la donne. Et que tu as Tardieu qui joue quand même la plupart de la rencontre. T'as Boaquier à la place de Cardona. Et je trouve que c'est quand même... ça a changé par rapport au match de Rennes il y a quelques jours. Et puis, techniquement et comment dire, athlétiquement, il y a une sacrée différence, quoi. Donc moi, je trouve... À la fin de la rencontre, il n'y a pas eu photo, mais autant il y en a une équipe qui surnage, et il y en a eu une qui est vraiment à la peine, mais vraiment à la peine, et ça fait peine à voir. Hein, moi, ce serait mon titre, cher auditeur. Hein. Je trouve que ça fait peine à voir, et ça fait peine à voir de regarder les Verts être aussi inférieurs, aussi en dessous de ces confrontations. On t'a dit plein de choses. Donc, il y a d'autres points sur lesquels j'aimerais revenir. Donc, je suis d'accord avec toi. Je pense que les dirigeants ont sous-estimé le niveau de la Ligue 1. Ils ont mal évalué, ils ont une mauvaise lecture et ils pensaient qu'ils pourraient s'en sortir en gardant l'équipe de l'an passé sans trop la renforcer. Donc, ils ont fait une énorme erreur. On va pas revenir dessus tant au mercato estival qu'hivernal. Après le score de 5-1, la dernière fois qu'il y a eu un 5-1 entre l'OM et la SS, c'était justement à l'époque Papin. Hein. Puis plus récemment, c'était un 4-0. Je me rappelle, c'était avec notamment un but de Bafétim Bigomis et un autre de Dimitri Payet, nos deux anciens Stéphanois qui avaient marqué contre les Verts. Donc effectivement, la différence de niveau est énorme. Moi non plus, je n'ai jamais vu un tel niveau de l'ASS prendre autant de cartons au cours d'une saison. Là, c'est un record historique. Hein. On en est à 14 défaites en 22 rencontres, c'est du jamais vu. 50 pions. Avec la pire défense depuis les années 40, 50 buts encaissés, moins 30 de différence de but. En tout cas, voilà, donc moi je trouve qu'on a été archi dominé. Puis bon, malgré tout, on a réussi à tenir ce score de 1-0 jusqu'à la mi-temps. Et puis c'est ce penalty, donc encore une fois, hein, c'est combien ? C'est le 11e de la saison. C'est incroyable. Il est sévère, on peut revenir sur la décision arbitrale. Il y en a une qui est en notre faveur et puis d'autres qui ont été contraires. Donc comme ce penalty, puis une nouvelle fois, il doit y avoir un carton rouge pour une faute sur Benjamin Bouchoirie, comme la fois précédente. Et donc là, on a tenu ce score jusqu'à la mi-temps. Et puis ce penalty a tout fait changer. D'un seul coup, on s'est écroulé. Donc il y a un vrai problème aussi mental, et puis c'est important quand on joue le maintien. Donc est-ce que vous pensez qu'on a le moral, le mental pour se maintenir ? C'est ce qu'a dit Orneland, il a toute confiance dans le mental de son équipe, parce qu'il a dit que ça serait ça qui ferait la différence entre les équipes au bas de classement, le mental. Et lui, là, il dit que son équipe a du mental. Après, c'est difficile de se remettre... de tel score, surtout voilà, on l'avait vu déjà les deux fois où on a affronté Marseille. C'est une équipe de possession et c'est vrai que ça fait mal hein, quand tu regardes les adversaires se passer la balle, c'est difficile je pense de s'en remettre. Bon là il y a ce but quand même, on a retrouvé un Cardona qui sur un ou deux éclairs pouvait changer la donne. Et puis encore une fois, on a des faits de match, cette défense qui prend beaucoup trop de buts. Hein. Je pense que Bernauer, tu vois, c'est un profil. Quand tu dis ça fait mal au cœur, quand tu regardes Balerdi, qui est pas forcément réputé pour être le meilleur défenseur du monde. Quand tu vois l'écart qu'il y a avec nos défenseurs à nous, avec le ballon je veux dire, hein, quand tu le vois avoir toute confiance, alors que normalement on est censé faire du pressing sur lui, bref, il porte la balle, il guide son équipe, et nous on est toujours en catastrophe, balancé un peu n'importe où, on se replie n'importe comment. Je pense que Bernauer, qui a un peu ce profil de mettre le pied sur le ballon, va faire du bien. S'il le fait pas jouer latéral, parce que alors latéral, c'est difficile d'avoir une influence sur le jeu. S'il le fait jouer en central, par exemple à la place de Batou Binsika, qui est une catastrophe, faut bien le dire, et ben, je pense que ça peut faire du bien.
Alors, on peut se poser la question pourquoi il ne le fait pas jouer. Parce qu'il est blessé et que il veut l'intégrer dans la meilleure. Il n'était pas dans les Ouais, il est. dans les remplaçants. Si, mais Si, voilà. il est dans les remplaçants. Non, mais ce que tu peux je. le faire jouer. Non. Là, pour le coup, j'ai entendu ça. Je pense que c'est parce que il n'était pas tout à fait remis, quoi. Ouais, donc, tu te rends compte, on a acheté un joueur pendant le mercato, mais en fin de compte, il arrive blessé. Ça Le aussi, c'est de l'amateurisme. C'était Cardona, c'était bien le cas. Moi, je réponds à ta question. Je suis pas d'accord avec vous. C'est que, avec Olivier, c'est le mental. Le mental, avec Ekwa, Cornu, Petro, Tardieu, t'as beau avoir du mental, ils font ce qu'ils peuvent, les pauvres. Hein. Ils ont pas la technique, ils ont pas le talent pour faire la différence. Et ils peuvent avoir un métal de feu, ça changera rien du tout. Hein. Donc voilà. Ça, c'était pour la réponse. On va passer à un premier morceau musical. Ça sera le groupe marseillais La Flemme. J'avais déjà passé au mois de décembre lors du match aller. Là, c'est un deuxième extrait. J'aime beaucoup. Et, ils chantent en français. Et le titre, c'est Bruxisme. Monsieur, c'est à vous. Bruxisme, le titre signé le groupe marseillais La Flemme. Vous êtes bien dans l'émission Coup de tête, l'émission Rock and Foot qui analyse et décortique l'actualité des Verts. On revient sur cette sévère défaite en terre phocéenne. Oui, et en particulier sur les choix opérés par le coach pour la composition de départ. Donc ligne par ligne, Petro latéral droit pour pallier la blessure d'Apia. Titularisation de Tardieu plutôt que Mouton et Boaquier préféré à Cardona. Alors est-ce que vous avez été surpris, tout comme de la présence sur le banc de 3 défenseurs centraux, Abdelhamid, Briançon et Bernauer, qu'on n'a pas eu l'occasion de voir à l'œuvre? Oui, surpris. Moi, Bernauer, là, je pensais qu'il allait commencer et quand tu vois que Petro, il est pas à sa place. Il a joué de plus en plus à droite. Petro qui est arrière gauche. La dernière fois contre Rennes, il a joué axial droit. Il a fini le match d'ailleurs, les 2-3 dernières minutes, latéral droit. Et donc là, il a joué carrément latéral droit. Plutôt que de miser par exemple sur un joueur plus jeune, certes, comme Kevin Pedro, qui aurait pu jouer dans le couloir droit. Ouais. Après, Ou faire descendre Mouton, qui n'était pas titulaire dans le couloir droit, comme on avait vu sous Puel avec Moefek par exemple. Ouais. On aurait pu faire ça, ouais. Mais oui, surpris de revoir Petro pas à sa place. Et puis on l'a vu, il a tout de suite été en difficulté. Et c'est là qu'on voit. Alors il a fait un joli tacle. Deux jolis tacles. Le deuxième, là, en deuxième mi-temps, il est magnifique là parce que sinon ça faisait pion et il tacle. Mais sinon, il était à la rue comme l'ensemble de. Il perd la balle sur le premier but, ça vient d'une touche. Ouais, exactement. Et c'est pas la première fois que. Mais c'est Batovinsika qui s'écarte et qui laisse le champ libre à Guiri. Hein. C'est pas la première fois qu'on encaisse un but après une touche mal négociée de la part des Stéphanois. Hein. Ça me chagrine. Hein. On avait pris 3 au CER l'an passé. Donc, après, on sait très bien que nos soucis, ça venait des latéraux. Et on a vu qu'on était complètement dépassé sur cette rencontre. Et que ce qu'on dit depuis le début de saison, ça s'est avéré une fois de plus. Hein. Donc les autres, ceux qui sont à la direction du club, c'est qu'ils ne veulent pas faire ce qu'il faudrait faire, tout simplement. Donc ces directions, la Ligue 2, si rien ne change, voilà. Alors on n'affronte pas tous les jours des équipes comme Marseille, on est bien d'accord. Mais bon, là, ça fait quand même 3 défaites consécutives et tout à fait logique.
Olivier, sur ce choix. Sinon aussi Tardieu, donc titularisé pour la première fois au milieu de terrain, natif d'Istres. Et puis Boaquier, qui comme lors du match précédent était remplacé à la mi-temps par Cardona, qui était le seul Stéphanois en dehors de l'Arseneur à se mettre en évidence. Je trouvais qu'il a fait une très belle rentrée, Cardona, donc j'espère vraiment le voir titulaire contre Angers. Pourquoi tu précises Tardieu natif d'Istres? Ça lui tenait à cœur, c'est le régional de l'étape. Je parle pas de ce qu'il a posté sur le courant peut-être, sur sa story, mais bon. Non, ça fait un petit peu polémique en ce moment, donc il a posté des images de son match avec en particulier le vélodrome derrière, donc le soutien des supporters marseillais. Donc il y a pas mal de critiques par rapport à ça, mais enfin bon, on va pas rentrer là-dedans. Non, mais en tout cas sur Tardieu, oui, c'est la seule chose que je rajouterais, c'est qu'on a vu la différence quand Mouton est rentré. On a vu quand même que Mouton il apportait énormément plus de courses, plus d'intensité. Alors c'est vrai que c'était facile à la 60e, mais c'est vrai que Tardieu il était un peu sous les ténoirs, on l'a pas bien vu. Il n'a pas pu exprimer. En plus, c'est pas son poste. Il est plutôt à la place d'Ekwa d'habitude. Une espèce là, de. il aurait pu. Il aurait pu parce qu'Ekwa, il était à la rue totale. Il aurait pu parce que Ekwa, je crois que c'est son plus mauvais match depuis le début de saison. Alors, il n'en a pas fait beaucoup des bons matchs, il faut dire aussi. Mais là, il a complètement été dépassé. Et il a fait d'énormes erreurs et il apporte absolument rien. Alors je sais que numéro 6, c'est quand même un poste assez complexe et pas toujours facile, quoi. Mais là, Tardieu, il aurait pu prendre la place d'Ekwa parce que Tardieu, il fait son match. Voilà, on connaît Tardieu, faut pas lui demander la lune. Voilà, c'est très très limité, mais voilà, c'est quand tu affaiblis en fin de compte le milieu de terrain, tu comprends pourquoi on s'est fait bouffer pendant tout le match. Voilà, avec un bon milieu de terrain, je pense que tu fais meilleure figure face à des équipes marseillaises, même en pleine forme. Alors c'est vrai qu'en face, on l'a dit, mais il faut quand même préciser que t'as Rabiot, je sais pas combien de sélections en équipe de France. Bennacer, c'est aussi un international, il a joué dans des équipes de Serie A. Bon bref, c'est vrai que là pour le coup, on l'a déjà dit, mais il y avait, pour rivaliser, pour un Ekwa pour des jeunes joueurs qui n'ont pas trop d'expérience, c'est vrai que c'est pas l'idéal. Et c'est pour ça qu'il a pas lancé Bernauer, tu vois. Il sentait bien que il a vu les deux matchs, la vidéo des deux matchs précédents contre Marseille. Il a vu le bouillon qu'on a pris. Si tu veux mettre un joueur dans de bonnes dispositions dans un nouveau club, tu le fais pas jouer contre la meilleure équipe une des meilleures équipes du championnat où tu vas prendre 5-1, c'est garanti quoi presque. Donc je pense que c'est pour ça que Bernauer, il est un peu il essaye de le mettre un peu dans du coton et pour le sortir contre Angers, pour qu'il fasse un vrai match et qu'une dynamique soit lancée, tu vois. Est-ce que vous pensez qu'il y a faute sur Ekwa quand Gouiri part au but et marque, quand l'arbitre laisse jouer sur l'action? Sur Batou Binsika, tu veux dire? C'est Batou Binsika qui se fait? Ouais, il y a une faute, oui. C'est pas Ekwa? Non, c'est si tu veux là où il y a litige, en fin de compte, c'est qu'il y a une faute sur Batou Binsika et on a l'impression que le jeu s'arrête. Je crois que c'était Ekwa. Il laisse le jeu, c'est Ekwa qui est peut-être plus défensif, mais c'est Batou Binsika il y a faute sur lui, oui, il aurait dû siffler, évidemment, oui, mais les erreurs de l'arbitre sont monnaie courante maintenant avec le match des Verts, même si effectivement le premier but marseillais il est 100% valable, c'est évident quoi. C'est quand même dingue de refuser un but comme ça alors qu'il n'y a absolument rien. Ça aussi c'est le football moderne. Voilà. Moi comme dit Olivier, moi je préfère le foot à papa, je suis désolé mais c'était quand même plus agréable et parce que là c'est un non-sens de refuser le premier but marseillais, c'est incompréhensible, mais effectivement oui il y a faute sur Batou Binsika lorsque Gouiri s'en va affronter l'Arseneur. On passe au verre à moitié vide, il y a le choix du roi, donc Cornu je pense une nouvelle fois, le pauvre sans l'accabler, mais en fait il a bu la tasse pendant 90 minutes et puis tous ceux qui ont occupé son couloir ont marqué en fait. Bon, Greenwood c'était sur penalty, ça compte pas, mais Luis Enrique a marqué, même Murillo a marqué.
Donc Petro était en difficulté, enfin bon, il a fait ce qu'il pouvait, le pauvre, il n'était pas sur son côté. Puis la charnière centrale, par exemple, j'ai trouvé très très faible, Batubinsika et Nadé, qui ont eu beaucoup de mal face à la vélocité des joueurs adverses. Et puis même dans les relances, c'est pas ça du tout. Et quoi, t'es très mauvais, je te rejoins. Et puis Boakier n'a pas du tout pesé. Moi, je mets tout le monde. Hein. Moi, je te dis, Bouchoirie, sur le 11 de départ, non, moi, je les mettrais pas. Ouais, pas Bouchoirie, ouais. Ça non plus. Oh. En tout cas, ouais. Et ouais, non, je trouve qu'ils sont complètement passés à côté. Et l'Arseneur sur le but qu'il encaisse, là, qui a été refusé. Après, c'est sûr qu'il se rattrape. Il a été sollicité, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et sans lui, je pense, effectivement, on peut en avoir 10 dans la cagette. Hein. Olivier. Donc, non, mais pareil, je les mets tous dans le même, le même panier. Les pauvres, c'est vrai qu'on avait du mal pour eux. À 4-0 là, quand c'était des vagues qui arrivaient et ils étaient complètement impuissants, mais voilà, il y a pas de, on a vu un esprit de rébellion. Je passe direct au coup de cœur. Non, je reviens, vas-y. il y en a un que je vais citer il m'a vraiment déplu, c'est David Tachvili. Déjà la semaine dernière je l'ai écorché et là sa prestation elle est indigeste tout au long de la rencontre, hein. Et ça pose souci quand même. Hein. Je rappelle que la seule victoire sous Arnaland, c'est sans David Tachvili. Hein. Et on peut se poser des questions par rapport à ça. Là, une fois de plus, il n'a absolument rien apporté. Et il a perdu pas mal de fois le ballon. D'après les stats, apparemment, il a transmis aucun ballon aux autres joueurs offensifs, que ce soit Stassin ou Boakier en première période. Ouais. Pas la moindre transmission. Après, c'est lui qui tire le coup franc quand Petro tape sur la barre. Ouais. Après, il met une tête aussi à un moment donné, mais après, c'est vrai qu'il y a toujours cette tendance à jouer de manière individualiste, il n'y a pas lever la tête pour servir ses partenaires, donc souvent on le voit râler, mais bon. Il avait quelques consignes de replacement défensif, semble-t-il, de la part du coach, mais bon. Ton top, Olivier? Ouais, donc je disais pas d'esprit de rébellion, sauf un peu chez Petro. Et puis, alors voilà, ça s'est exprimé pas forcément par des grandes envolées lyriques, mais on a vu un peu de combativité de sa part. Et puis surtout Mouton, quand il est rentré, on a vu que ça le faisait vraiment chier d'en prendre 5 au Vélodrome. Et il donnait l'impression, tu vois, c'est lui qui a un peu secoué le cocotier pour qu'on puisse finir le match en sauvant l'honneur. Et voilà, au moins en sauvant l'honneur. Alors, vas-y. Moi, Bouchoirie qui ressort sur cette... Mais une belle frappe, première mi-temps. Ouais, une belle frappe avec un bon service de Boakier. Là. Sinon, le remplaçant de Boakier, notre Cardona, qui a fait une bonne rentrée en seconde période. Voilà, c'est les seuls verts qui m'ont plu sur cette rencontre. C'est Cardona, et puis je mettrais quand même Larsonneur, vu le nombre d'arrêts qu'il a effectué. Il a évité une nouvelle fois que l'addition soit plus salée, même si on en a pris 5, c'est paradoxal. Une dernière question sur ce match, donc un match à sens unique. Donc les Verts n'ont pas existé, dominés dans tous les compartiments du jeu, effectivement, mais après ce carnage, donc la SS au miracle est toujours barragiste. Et donc, quel levier est-ce que vous pensez que Eric Corneland peut activer pour aider son équipe à se relever? Ça servira de transition avec les prochains matchs, et le prochain en particulier qui est très important. Il y a un mois de mars qui arrive qui est capital. Donc là, ce ne sera pas la même adversité, hein, c'est sûr, mais bon, qu'est-ce que peut faire le coach pour que le visage de cette équipe change? Lui dire que voilà, que il y a des clubs qui ne sont pas de ce niveau-là. Peut-être essayer de jouer leur va-tout contre les grosses équipes et par contre de plus lâcher aucun point contre les équipes de notre championnat, dont Angers fait à peine partie, hein, je tiens à le signaler, parce que Angers ils sont assez hauts dans le classement et ils n'ont pas fait aucun mauvais résultat, contrairement à tous ceux du bas de classement. Ils n'ont jamais craqué contre aucune équipe. Voilà, et puis rester sur sa. Je pense qu'il faut qu'il reste sur ses principes parce que ça va payer. Et voilà. Ce que je voulais, mais je le dirai après. Vas-y Marco. Après tu dis que je parle trop. Angers n'avait pas gagné un seul match avant qu'il nous affronte dans la phase aller. Hein.
Je veux dire, ils n'ont pas appris des tollés comme nous, quoi. Non, mais c'est pour dire Oui, que oui. depuis qu'ils nous ont rencontrés, ils sont on les a relancés, tu veux dire? Exactement, ils sont montés en puissance. Rappelle-moi la question. La question, c'est quel levier doit activer le coach pour aider l'équipe à se relever? C'est un nom, Sissoko. Voilà. Jusqu'à maintenant, Sissoko, on l'a très très peu vu. Tu le verras pas. Hein. Oui, mais tu me poses une question, je te réponds. Ouais, Sissoko. Pour moi, c'est tellement évident que voilà, oui, c'était un joueur, un avant-centre. Tu le fais jouer, tu remanies et tu fais des essais offensifs, évidemment. Après, tu peux pas faire grand-chose puisqu'on n'a pas de latéraux, on peut pas changer. Évidemment, Bouchoirie, c'est l'homme incontournable. Après, il faut des joueurs qui soient de la même acabit que Bouchoirie, mais tu les as pas, donc c'est compliqué. Mais pour marquer, moi je mets Sissoko, évidemment, quoi. Évidemment, il va servir et il se fera servir par ses ailiers, ceux qui seront à côté. Donc oui, je le verrai bien. Peut-être pas toute une rencontre, mais le faire jouer. Après, je reviendrai pour les coups de tête. Pour moi, le fait de ne pas le faire rentrer lors d'un match comme ça, en plus, il devait en avoir... il s'est fait virer. Il a pris quand même 5 matchs de suspension à cause du libéro phocéen. Pour moi, c'était une sorte de revanche et j'aurais bien voulu voir Sissoko sur cette rencontre. On peut espérer rapidement des retours, ceux de Masson en particulier et Mouefek. Tu parles de suspension, donc il est sous le coup d'une suspension. Encore Sissoko, ils sont 5 dans ce cas-là. Hein. Il y a Batoubitsika, il y a Ekwa, il y a Stassin, il y a également Boakier. Donc attention, hein. En cas de nouveau carton jaune, il serait suspendu prochainement. Si Stassin prend un carton, on verra Sissoko. ça va faire plaisir à Marco. Non, ce que je voulais dire, c'est que... Parfois, quand je nous réécoute, ça m'arrive pour voir. C'est vrai qu'on a des attentes de supporters et c'est pas la même de la part des dirigeants. Je pense qu'ils ont pas la même temporalité que nous en fait. Eux, le temps, c'est sûr que le maintien, ils préféraient se maintenir, mais nous, alors qu'on est hyper, on regarde le résultat du week-end et puis surtout on regarde les adversaires. Eux, en fait, ils regardent sur le moyen et long terme. Donc c'est pour ça on peut pas être d'accord avec les dirigeants, tu vois. Non, alors je vais te couper tout de suite. La SSE, c'est un club de Ligue 1, c'est pas un club de Ligue 2. Donc tu fais tout pour que ce club que tu viens d'acheter se maintienne. Après, tu peux jouer les 17e, 16e places pendant plusieurs années si tu veux. Puisque nous, on a effectivement un autre regard, mais là, on a l'impression que rien n'est fait et qu'on va tout de suite, on se dirige en Ligue 2. Il y a tellement d'écart avec les autres, il n'y a que des erreurs qui ont été faites depuis ce rachat de club. C'est la moindre des choses, en tant que supporter, d'avoir un minimum de jugeote pour tenir un club comme la SSE. Et la moindre des choses, c'est que les dirigeants déjà assistent aux rencontres, soient présents. Il n'y avait aucun représentant de Kilmer lors du déplacement à Marseille, c'est inadmissible. Il n'y en a même pas comme Geoffroy Guichard. Ouais, même en plus on dit que parfois il y a encore des choses qui vont pas bien au club. Il faut que Gazidis il soit là au quotidien. Tu peux pas diriger un club quand tu es à Londres ou je sais pas où, à New York. Au quotidien, voilà. Je pense que le Marseillais, il est là tous les jours, tu vois. Le dirigeant marseillais, c'est pas lui qui a financé. Ça ferait un peu comme nous, hein, le milliardaire canadien. Bien sûr, c'est pas à lui d'être là, mais au moins que Gazidis, lui, il soit là. Longoria est là. Voilà. On va passer à un deuxième groupe issu de la scène phocéenne. Ça sera Bronson. Le titre Bronson et le groupe c'est Nasser. This sound, get up and hurry, don't you hear that sound? Don't oversleep, no time for dreaming, my son. Childhood is over, now the real game may begin. Where you can lose, don't even try to win. He said stop walking, now you have to run. Kiss me sorry, now you're playing alone. One by one, take any opposition down. Who wants to be without your friend on the phone?
Bronson, le titre du groupe marseillais Nasser. Ouais, Charles Bronson, il nous en a claqué 5 là. C'est les Marseillais. Voilà. Morceau très intéressant, j'ai trouvé. Je l'ai réécouté avec vous, chers auditeurs, mais vraiment, je trouve vraiment très intéressant. Ce groupe qui a plus d'une 10-15 d'années, groupe marseillais pas très connu, mais vraiment plein de talent. Retour à l'actualité footballistique et plus précisément, on va passer par la page agenda. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici l'agenda. Ce samedi soir à 19h au stade Geoffroy Guichard, la SSE, 16e avec 18 points, accueillera Angers, le SCO d'Angers, 11e avec 26 points, dans le cadre de la 23e journée de championnat de Ligue 1 McDonald's. Cette rencontre entre promus, capitale dans la course au maintien, sera dirigée par monsieur Bastien Deschépy, il faut le savoir, et voilà. Angers compte désormais 8 points d'avance sur les Verts et font d'une bien meilleure différence de but, moins 8, nous compte moins 30, donc ça fait comme s'il y avait 9 points, quoi. Et les Angevins ne comptent pas pour autant balancer leur match à Saint-Étienne ce samedi, après avoir gagné ce week-end en déplacement en Champagne, à Reims. Voilà, mais il faut savoir que cette équipe d'Angers se redéplacera. Non, ils rejoueront 3 jours plus tard, puisqu'ils vont recevoir Reims cette fois-ci en quart de finale de la Coupe de France. Angers est une équipe solide défensivement, mais qui marque peu. Ce week-end, ils ont gagné que 1-0 sur un joli coup franc. Il faudra peut-être en tenir compte dans notre style de jeu et abandonner le pressing haut pour ce match. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Olivier et Eric. Et en effet, Angers adore toutefois les grands boulevards et la vitesse de leurs attaquants pourrait bien occasionner quelques désillusions stéphanoises. Moi, je pense au dernier match à Geoffroy Guichard face à Rennes, où on leur a donné un petit peu les billes. Pour ça, quoi. Il faut savoir que la SSE va affronter 3 concurrents directs pour le maintien lors des 4 prochaines journées de Ligue 1. Donc, avant la trêve internationale qui débutera dans un mois pile, les Verts recevront donc Angers ce samedi à 19h, Nice. Donc, on reçoit 2 fois à Geoffroy Guichard. Et les 2 prochains week-ends, ils iront ensuite défier les 2 derniers du championnat à l'extérieur, c'est-à-dire Le Havre et Montpellier. Concernant cette équipe d'Angers, Abdelli, absent. Il était absent ce dimanche et il ne sera peut-être pas sur la feuille de match puisqu'il est touché aux ischio-jambiers pour la rencontre de samedi. Donc l'international algérien n'était pas le seul cadre d'Angers à manquer cette rencontre. Le défenseur Bioumla était également touché à la cuisse, donc l'ancien Bordelais. Est-ce qu'il sera convoqué pour ce déplacement ? On verra. Et un autre qu'on connaît bien, c'est Jim Alevina, qui portait les couleurs du Puy il y a quelques années. Et puis les couleurs de Clermont ensuite. L'ancien Clermontois a été victime d'une grosse semelle de la part d'un Rémois ce week-end. Et est-ce qu'il va rejouer ? Je ne sais pas. Et sinon, Aoulou, titulaire indiscutable dans l'entrejeu, sera suspendu pour cette confrontation. Voilà. Donc, de toute façon, maintenant, je ne sais pas ce que vous en pensez. Il faut engranger les points le plus rapidement possible. J'ai parlé des 4 matchs. Il faut minimum 9 points. Minimum 9 points, je suis désolé, mais on en est là. Puis il y a surtout le meilleur attaquant angevin qui est très incertain, c'est Le Paul, le fils de Fabrice qui jouait à la SS. Donc il a inscrit 9 buts depuis le début de la saison. Donc c'est vraiment l'homme fort de cette attaque angevine. Donc si son absence serait une bonne nouvelle pour nous. Après, évidemment, donc là, on a un adversaire à notre portée, même s'ils ont 8 points d'avance. Là, on n'a pas le choix, donc il n'y a pas d'excuse. Il faut absolument l'emporter ce samedi à Geoffroy Guichard. C'est une équipe qui est très à l'aise à l'extérieur, qui reste toute compétition confondue sur 5 victoires en 6 déplacements, c'est pas rien, et qui a déjà pris 15 points depuis le début de la saison à l'extérieur, alors que nous, on n'en a pris que 2. Ouais, ils nous ont pas gagné depuis 1971 à Geoffroy Guichard. Et eux ont su faire à Marseille, par exemple. Alors, c'était peut-être pas le même Marseille, mais bon, ils ont su faire. Et juste, je voulais rajouter, et j'espère qu'on va pas trop le constater, c'est leur gardien qui est excellent cette saison, le grand Fofana, là.
gardien international aussi. Et voilà, c'est dommage que cette année il n'y ait pas la CAN en février. On n'oublie pas qu'on a pris 4 à l'aller. 4 buts on à 2. On était tous les deux au stade Raymond Kopa. Ouais. Donc il faut absolument. Mais je te dis, on les a relancés. Ils n'avaient pas gagné un match. Prendre notre revanche samedi. Ouais. Allez, on passe au coup de cœur. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de cœur. Ce sera vite fait en ce qui me concerne. Un seul coup de cœur, tout simplement pour les défaites souvent lourdes ce week-end de nos concurrents directs, Montpellier, Le Havre, Nantes et Reims, donc qui maintiennent un statu quo en fin de classement et donc qui maintiennent également les Verts en vie. Voilà, un petit plaisir, c'était de voir Anthony Lopez en prendre 7. J'avoue que voilà, je suis désolé. J'avais pas vu, j'ai pas fait le lien. Je me suis pas fait à l'idée qui était le gardien de Nantes. Et oui, il en a pris 7. Oui. On se contente de peu. Moi, mon coup de cœur, c'est je vais saluer l'émission sur YouTube, c'est Carton Rouge, animé par Flavien. Olivier en a parlé mais il y a longtemps déjà. Mais moi, je reviens sur une de ses dernières émissions, où il relate les 4 erreurs de Kilmer. Alors ça dure une 50aine de minutes, mais si vous êtes supporter des Verts, je vous conseille, c'est très bien fait. Et ça pointe exactement l'incidence que notre club est complètement à la rue. Et je trouve que c'est très bien vu de la part de ce supporter des Verts. Voilà pour les coups de cœur. On enchaîne avec, bien sûr, les coups de tête. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de tête. Mais coup de tête pour cette énième humiliation face cette fois à un rival historique. Donc 3e match de la saison entre l'ASS et l'OM avec 3 entraîneurs différents, on l'a dit, et c'est de pire en pire, 0-2, 0-4, 1-5. En face du stade Vélodrome, il y a une boutique de supporters. Pour y entrer, il faut s'essuyer les pieds sur un paillasson estampillé PSG, puis également sur un maillot de l'OL. Alors tu l'as dit dans le début d'émission, Marco, c'est un petit peu cette idée-là, le paillasson, c'est ce qu'on est depuis le début de saison, puisque tout le monde nous marche dessus, malheureusement, puisque là on a un bilan catastrophique, 14 défaites, je l'ai dit tout à l'heure, en 22 matchs, c'est historique. La plus mauvaise défense depuis la saison 46-47, une différence de but désastreuse. On prend un pénalty par match et personne ne semble en mesure de sonner la révolte, ni nos joueurs ni nos dirigeants. Ivan Gazidis est aux abonnés absents. C'est pas avec des audits et des visioconférences qu'on dirige un club. Le bateau tangue sérieusement et il n'y a aucun capitaine à la barre. De mon côté, j'ai vu qu'il y avait des choses qui tournaient pas bien rond en Espagne. Donc c'est le Real qui chouine parce qu'ils n'ont pas, comme les autres années, les pénaltys qu'ils souhaitent, le nombre de pénaltys qu'ils souhaitent, au contraire. Ça, c'est peut-être la VAR qui change un peu la donne, donc ça va plus du tout du côté de la Maison Blanche. Et puis les cas de racisme aussi qui sont de plus en plus graves, et donc, notamment du côté de l'Espagnol de Barcelone. C'était le Betis Séville la semaine précédente. Mes coups de tête, j'en ai l'humiliation de trop pour moi, je vous le dis. J'ai pas aimé le tacle sur Bouchoirie, tu l'as évoqué tout à l'heure, Eric. Et effectivement, quand tu regardes les images, évidemment, il y a une grosse faute et il y a minimum un carton jaune, voire un carton rouge, comme la semaine précédente. Il a mis le jaune. Oui. Sur Ashberg. Mais tu peux le rougir un petit peu, le carton. J'ai pas aimé la prestation d'Ekwa. Je n'ai pas aimé Sissoko sur le banc. Je n'ai pas aimé les corners à la rémoise. Oui, de plus en plus les corners en 2 temps. On en a eu 3, on a tiré 3 comme ça. Voilà. On les a pas frappés du tout. Voilà. Donc déjà contre Rennes, ça m'avait pas plu. Alors on n'avait pas eu 36, mais ça m'avait pas plu. Il fallait que je le dise. Et je rejoins Eric. Où est le président ? Tout simplement, où est le président ? Et on a appris aussi cette semaine les tensions dans le vestiaire entre certains joueurs. Donc rien ne va, mais on sera toujours présent, évidemment, on sera toujours là. Pour supporter les Verts. Et le prochain rendez-vous, c'est Geoffroy Guichard, 19h ce samedi, pour la réception des Angevins. Voilà, un gros allez les Verts, et à la semaine prochaine pour... non, pas la semaine prochaine, je serai pas là les jeunes, je serai pas là pendant 2 semaines. On va pas dire où tu es. Non, les 2 mardis, je ne serai pas présent. Ça sera Eric. Il va manger des quenelles. Il va essuyer sur les paillassons.
Bon, allez, de la allez les banlieue. Verts et à très bientôt, chers auditeurs. Bonne semaine, allez les Verts. Ciao, ciao.